Entre héritage, pérennité, perpétuation, innovation, mesdames et messieurs, bonjour, je me présente, Serge Marchal. Je suis ravi de vous accueillir en ce jour depuis le siège d'Harmonie Mutuelle à Paris, dans le 15e arrondissement, et ceci dans le cadre de la 12e édition du prix Harmonie Mutuelle Alzheimer. Ceci alors que se tenait mardi dernier, je vous le rappelle, la journée mondiale Alzheimer. 50 minutes de direct, une diffusion en live, une diffusion ouverte, stopalzheimer.org, mais également depuis la page Harmonie Mutuelle, la page Facebook Harmonie Mutuelle particulièrement suivie, et 3 intervenantes que j'aurai le plaisir de vous présenter et d'interviewer et que vous avez déjà pu découvrir via la boucle générique de cette émission. 50 minutes, de quoi revenir sur les fondamentaux de ce prix, l'engagement témoigné ici par Harmonie Mutuelle, groupe Vive, agir à vos côtés en direction du soutien à la recherche. Ceci en parfaite résonance avec la mission de la Fondation de l'avenir, accélérateur de progrès médical. Revenir également sur les articulations entre la Fondation et Harmonie Mutuelle au moment de distinguer justement tel ou tel projet de chercheur ou de chercheuse. Une chercheuse, un chercheur qui chaque année est mis en valeur, et vous aurez bien sûr toute l'occasion avec moi et avec elle de zoomer sur son projet de recherche et de lui poser des questions, puisqu'une séquence de 10 minutes est dédiée directement en direction de la chercheuse. Donc vous êtes déjà proactif et très mobilisé. Je vous en remercie déjà. Mais d'ores et déjà, il est temps pour moi de rejoindre la première de nos intervenantes, à savoir Christine Pouliquin-Sina, vice-présidente déléguée Harmonie Mutuelle. Madame Pouliquin-Sina, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Détendue pour cette émission ? Ravie d'être là en tout cas. Bon, tout d'abord, merci d'être l'hôtesse de cette émission de cet après-midi, car c'est vous qui nous accueillez effectivement officiellement. C'est la 12e année qu'Harmonie Mutuelle remet un prix, je le disais, pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce prix ? On veut vraiment le savoir d'entrée de jeu, même s'il y a déjà un passif et de quoi capitaliser. Et corollaire, pourquoi Harmonie Mutuelle s'intéresse-t-elle particulièrement à cette maladie ? De quoi rappeler peut-être des fondamentaux, la philosophie tout de même d'Harmonie Mutuelle. Oui, moi je voudrais juste commencer par dire que Harmonie Mutuelle n'est pas qu'une complémentaire santé. Nous nous définissons comme un acteur global de santé, c'est-à-dire que nous accompagnons 5 millions d'adhérents durant tout leur parcours de vie, et en particulier dans les moments difficiles. Et on sait que cette maladie est un moment difficile, à la fois pour les personnes qui en sont atteintes et pour leur famille. Harmonie Mutuelle, c'est aussi tout un réseau au travers du groupe Vive, tout un réseau d'établissements et de services, donc 1700 établissements et services qui interviennent dans le champ de la petite enfance, du handicap et des personnes âgées, avec des structures dédiées, une quarantaine de structures dédiées spécifiquement à cet accompagnement. Alors pourquoi est-ce que effectivement Harmonie Mutuelle s'intéresse à cette maladie particulièrement ? Parce que pour nous, c'est dans le contexte démographique que nous connaissons, avec un vieillissement important de la population, et on sait que cette maladie est associée au vieillissement de la population en grande partie, même si nous savons aussi que malheureusement des sujets plus jeunes sont atteints. Dans ce contexte-là... Mécaniquement, il y aura... Voilà, de plus en plus de personnes. C'est ça, il y aura de plus en plus de personnes, et nous considérons en tout cas qu'il y a là un véritable enjeu de santé publique, de protection sociale. Nos valeurs mutualistes, du coup, nous poussent évidemment à nous y intéresser, et nous considérons que nous avons un rôle à jouer pour peser sur les politiques publiques, et nous y prenons déjà toute notre part. Nous sommes très actifs dans la contribution de la loi Grand Âge et Autonomie, que nous appelons maintenant loi Génération Solidaire, et qui malheureusement ne va pas voir le jour tout de suite. Mais sachez que voilà, nous avons pris vraiment notre part, et nous sommes très actifs également sur des actions plus concrètes, des actions de prévention qui se déroulent aussi sur nos territoires, en partenariat souvent avec des associations qui sont spécialisées sur le sujet. Donc on voit déjà un acteur très engagé et qui arrive avec le sens d'une vraie responsabilité. Tout à fait. Moi je voudrais, pour donner aussi... une idée un peu de ce qui reste à faire, vous donner quelques chiffres, puisque la maladie d'Alzheimer est de plus en plus répandue. Voilà. Cela ne fait que s'accentuer du fait du vieillissement de la population, je l'indiquais tout de suite, mais on sait que ça touche quand même 1,2 million de personnes, soit 1,83
de la population française. Et quand on dit 1,2 million de personnes, je ne prends pas en compte les aidants qui sont évidemment impactés également par cette maladie. Et on arrive à ce moment-là à 3 millions de personnes. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 220 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Donc, effectivement, une maladie qui interpelle prend encore. de l'ampleur. Voilà. Alors, maladie très répandue, vous venez bien de l'évoquer, mécaniquement, parce qu'effectivement, augmentation de la population mondiale, donc plein de maladies, effectivement, montent en puissance malheureusement. On aurait pu revenir sur des groupes, des incidences, des types de populations. Vous avez des chiffres quand même qui montrent que, heureusement, peut-être qu'il y a quand même une tendance un peu déflationniste peut-être, mais cela dit, répandue, mais est-elle toujours suffisamment connue? Moi, j'ai encore, en préparant cette émission, mesdames et messieurs, je suis tombé sur ce texte. Le malade d'Alzheimer, dans l'imaginaire collectif, c'est un profil type. Un vieux grabataire, dépendant. C'est une personne au destin scellé, qui ne pourra plus jamais profiter de la vie, qui oublie tout, ne ressent plus rien. Or, nous savons que la réalité est plus nuancée et surtout qu'il faut peut-être aussi quelquefois articuler la recherche plus en amont. Point que vous voulez évoquer, vous êtes très vigilante, vous et Harmonie Mutuelle, sur détecter précocement. Oui, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette maladie est diagnostiquée bien trop souvent tardivement. C'est-à-dire qu'il faut souvent attendre 2 à 3 ans après l'apparition des premiers symptômes pour qu'il y ait un véritable diagnostic posé et du coup une véritable prise en charge qui se fasse. Donc effectivement, c'est notre souhait est d'agir au plus vite. On sait que c'est une maladie qui entraîne une grande souffrance pour les personnes qui en sont atteintes au moment du diagnostic et puis évidemment dans des moments de lucidité. On sait aussi que les aidants, les proches, l'entourage va devoir faire face à... C'est impactant. À une vision, aussi, on va dire, de la personne aimée qui, tout à coup, n'est plus la personne connue. Et ça, c'est effectivement, il y a des gros impacts psychologiques au-delà des impacts, évidemment, on va dire, de vie quotidienne que cela peut engendrer. Donc, on a dans nos établissements des équipes spécialisées Alzheimer qui vont intervenir et qui vont travailler, prévenir, et qui vont essayer de stimuler au maximum les personnes pour qu'elles puissent, pour retarder finalement les effets de cette maladie. Alors je parle de l'établissement, mais aussi, je voulais le préciser, au domicile. Bien sûr. Alors d'où l'importance effectivement des projets que vous soutenez, qu'Harmonie Mutuelle soutient. Lorsqu'on se rend sur votre site internet, je vous invite d'ailleurs à le faire si ça n'est fait, mesdames et messieurs, on voit bien comment vous défendez les projets soutenus par Harmonie Mutuelle se structurent autour de 4 axes. Diagnostiquer plus tôt la maladie, vous venez déjà d'y faire allusion, mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire, développer de nouvelles thérapies, approfondir la connaissance de la maladie. Et d'où ce point pertinent et toujours peut-être aussi délicat, la recherche, on en a toujours besoin et elle a même souvent besoin d'être encore plus musclée, plus soutenue. Pourquoi les pouvoirs publics n'encouragent pas encore assez la recherche et spécifiquement au profit d'Alzheimer ? Je pense c'est un combat qu'on doit mener tous, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la recherche nous semble pas suffisamment soutenue, malheureusement. C'est quand même une maladie dont on ne guérit pas. On peut retarder les effets des symptômes. On peut retarder les symptômes, mais on ne va pas pouvoir en guérir. Et ça, effectivement, ça questionne. Et on a besoin aujourd'hui, je pense, d'aller beaucoup plus loin dans la recherche des causes même de cette maladie. On en connaît les grands principes. La manifestation, on sait que ce sont des protéines qui viennent à un moment étouffer les neurones et puis déposer des plaques dans le cerveau et avec tous les effets que l'on voit derrière en termes effectivement de comportement. Donc oui, on a une idée de la manière dont ça se manifeste, mais
pouvoir la prévenir suppose évidemment d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on en fait aujourd'hui. Et on jette déjà une passerelle vers la lauréate et le projet qui est distingué cette année. Je fais un peu de teasing, mesdames et messieurs, j'en dis pas plus pour le moment, même si la boucle générique vous donnait déjà le nom de l'heureuse lauréate et que vous avez pu faire vos recherches de votre côté. Dernière question, Madame Pouliquin-Sinha. Et demain, quelles retombées concrètes pour les projets en règle générale? C'est déjà la 12e remise. Il y a un prix. Qu'est-ce que les gens peuvent se dire? Très bien, il y a un prix. On sait qu'il y a de la notoriété, qu'il y a même un montant alloué. On va y revenir. On est dans la transparence, vous le voyez. Mais cela dit, comment jugez-vous des retombées? Qu'est-ce qui se passe après, en général, cette recherche, année après année? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste quand même pointer ce qui a fait l'intérêt pour nous de ce prix cette année. Cette recherche, elle a une particularité, c'est qu'elle vise à étudier donc, très en amont la survenue de cette maladie. Je laisserai bien sûr la lauréate en parler plus longuement, mais c'est une recherche qui est quand même menée sur des enfants nés à long terme, les enfants dits prématurés. Donc, je trouve ça vraiment très important de le souligner parce que... ça va dans le sens que vous disiez, détecter très précocement. Très précocement, et ça veut dire que... Là, on est vraiment on est à l'orée de la vie. Complètement. Et on encourage, je trouve, au travers de cette recherche, le fait d'explorer des voies nouvelles aussi. On verra ça, le côté innovation. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, nous avons un partenariat avec la Fondation de l'Avenir qui n'est pas nouveau, qui date de plus de 10 ans. Et nous avons vu que certaines recherches, précédemment, avaient un prolongement expérimental au sein même de nos établissements. Donc, qui sait si cette recherche, qui est une recherche, on le sait, vraiment fondamentale, mais qui sait si cette recherche ne verra pas un jour un prolongement dans nos établissements, sachant que nous avons des cliniques et des cliniques spécialisées dans la néonatalité et qui sont déjà très en avance et très expertes sur l'accompagnement des enfants et des parents pour prévenir les retards de développement. Donc voilà, on voit un lien, en tout cas. Et des perspectives que vous souhaitez et appeler, et qui seraient en résonance avec ces cliniques que vous venez de saluer. Merci Mme Pouliquin-Sinha, on se retrouvera au cours de cette émission. La parole à votre voisine, j'ai envie de dire de fauteuil, Marion Lelouvier, nouvelle présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir depuis janvier dernier. Mme Pouliquin-Sinha est en fonction officielle depuis juillet dernier. Elle m'a dit, j'étais déjà connu un peu de l'écosystème, mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, mesdames et messieurs, vous allez mettre un visage sur une signature, puisque j'avais sous les yeux tout à l'heure le mot de la présidente sur votre site internet. Revenons tout de même sur l'origine avec vous, Marion Lelouvier, l'origine de ce prix Harmonie Mutuelle Alzheimer, son articulation, sa philosophie, parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a une fusée au moins à 2 étages. Chaque année, tout commence par les appels à projets annuels que votre fondation lance donc. Vous pouvez déjà noter, si vous voulez le faire savoir autour de vous, que le prochain appel à projet, ce sera en décembre. Chaque année, je crois qu'ils sont lancés en décembre. Cette année, écoutez bien, Madame Lelouvier, vous l'avez confirmé, 260 candidatures. Je crois même que ça a été un record. On peut dire que vous êtes un guichet bien identifié. Et on va voir le process maintenant. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors effectivement, bonjour à tous. On est très satisfait que cette année, nous ayons reçu 260 candidatures. Ça prouve que la Fondation de l'Avenir est bien identifiée dans son écosystème par les chercheurs. Mais c'est aussi le signe, comme le disait Christine Pouliquin, que les chercheurs ont besoin qu'on les soutienne. C'est cohérent. C'est aussi le signe qu'aujourd'hui, la recherche n'est peut-être pas tout à fait soutenue, financée à la bonne mesure. Donc, on est toujours, quand on travaille sur la recherche médicale, à la fois passionné par ce qu'on fait et parfois un peu finalement contrit de voir qu'il reste tant de travail à faire pour favoriser le progrès médical. La Fondation de l'Avenir, elle a bientôt 35 ans. Elle est aujourd'hui encore tout à fait ancrée dans les besoins. Et là aussi, c'est à la fois un motif de satisfaction et de félicitations pour ceux qui l'ont pensée, qui l'ont construite avant nous, mais c'est aussi un motif d'émulation pour qu'on soit encore plus efficace dans les projets que nous retenons. Alors, projet que vous retenez, exactement. La transition toute trouvée. Comment ça se passe ? Je crois que dans le calendrier, chaque début d'année, une fois qu'effectivement vous avez reçu les premiers dossiers ou candidatures en décembre, qu'est-ce qui se passe ? Janvier, mars, c'est toujours acté comme ça ? Il y a 2 mois assez stratégiques
stratégique, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça commence même en amont. On est un peu dans un processus en gestation, un peu comme pour la maternité. Il y a la conception de l'appel à projet recherche médicale. La conception, elle se passe en général au mois d'octobre, avec le conseil scientifique qui est composé de, aujourd'hui, 17 experts, médecins, chirurgiens, biologistes de tous les territoires, et qui soient dans les établissements mutualistes, comme par exemple à la clinique Jules Verne à Nantes d'Agéo, mais aussi dans les établissements publics. On réfléchit avec eux sur les thématiques qui seront les plus porteuses et sur lesquelles la Fondation a tout intérêt à financer et à investir pour le futur. Ensuite, il y a une phase de lettre d'intention, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on appelle à candidature sur 2 mois, entre la fin de l'année et effectivement le tout début de l'année suivante. D'accord. Et donc là, soyez attentifs dans les prochaines semaines pour les appels que nous formulerons. Nous recevons donc un certain nombre de lettres d'intention qui sont plutôt des manifestations d'intérêt, avec un investissement relatif pour les équipes. On demande quelques informations sur les thématiques, les modes de financement et quelques éléments sur le pourquoi de la genèse de ce projet. Donc il faut quand même témoigner une motivation, même une structuration en fait. Exactement. Il faut quand même montrer patte blanche. Il y a un guichet, mais c'est pas open bar. C'est pas open bar, puisque si on prend l'exemple de cette année, la moitié des projets à peu près a été éliminée sur cette première phase de présélection par notre exigence. Donc, exactement. Exigence. Et alors, si j'ai passé donc ce premier SAS, eh bien, je dispose à nouveau de 2 à 3 mois pour déposer un dossier complet. Dossier complet qui ensuite lui-même sera attribué par notre conseil scientifique à un réseau d'experts sur toute la France. Là encore, des experts bénévoles et indépendants qui sont soit spécialisés sur la technique du projet, la méthode de projet, soit spécialisés sur la thématique et la spécialité médicale. Leurs avis sont confrontés, établissent un classement, et ensuite le conseil scientifique reprend très attentivement et de manière très structurée l'ensemble des projets pour les évaluer sur le protocole de recherche, les chances d'aboutir en matière de recherche, le bénéfice du patient et le caractère un petit peu inédit et novateur de cette recherche. Bien dans mon lancement sur innovation. Donc cette année, 260 quand même dossiers sont arrivés, mais donc n'ont pas tous été retenus. Tout à fait. Voilà. Et puis le cas échéant, des dossiers peuvent être fléchés pertinemment vers l'un ou l'autre de vos partenaires. Je le lisais sur votre site internet, quand vous jugez que tel sujet d'étude, effectivement, serait peut-être plus en résonance avec un de vos partenaires. C'est ici en l'occurrence que donc quelquefois, même vous pouvez adresser donc chaque année, peu ou prou, un dossier c'est une façon d'élargir l'assiette. Pourquoi ainsi ce mouvement vers vos partenaires, et en l'occurrence donc avec Harmonie Mutuelle depuis 12 ans? Alors déjà, c'est une réaction spontanée et normale. C'est-à-dire que la Fondation, ce n'est rien de plus finalement qu'un intermédiaire entre des financeurs et des chercheurs pour ce qui concerne nos missions sociales. Donc c'est spontané et naturel pour nous que de faire le lien avec des partenaires et un écosystème. Et puis, la logique est que on est quand même dans un environnement financier qui est circonscrit. Donc, vous le dites, c'est tout à votre honneur. Je crois même que vous annoncez le chiffre d'ailleurs. Oui, chaque année, on a une enveloppe d'environ 1 million d'euros qui est allouée sur notre budget annuel. Parfois, on peut retourner dans les réserves et les fonds dédiés pour aller puiser des ressources qui sont déjà en propre à la Fondation. Mais là, cette année, quand on a autant de projets, autant de motivation et un classement très honorable d'une 50aine de projets jugés comme recevables par notre conseil scientifique, on n'a pas envie de générer trop de frustration. Et surtout, dans l'épisode qu'on traverse en ce moment avec la pandémie et le besoin de reconnaissance et d'appui aux chercheurs, et pas uniquement sur les sujets de Covid, puisque le reste des patients qui n'ont pas eu nécessairement le Covid ont besoin de nous tous. Et à ce moment-là, nous avons identifié un certain nombre de projets qui pouvaient intéresser, par exemple, Harmonie Mutuelle sur le champ Alzheimer, et nous leur avons proposé, et ces projets, et ils n'ont eu plus qu'à choisir le projet qui leur parlait le plus. Façon d'élargir l'assiette, en quelque sorte, et puis chacun fait sa part, comme vous le dites, nos partenaires, chacun fait sa part. C'est parfaitement louable. Chaque année, dites-vous, donc on soutient quand même de plus en plus, ou en tout cas, on observe de plus en plus de dossiers qualitatifs. Avec vous, Madame Lelouvier, selon quel j'ai envie de dire, poste d'observation, quels items, sur quoi jugez-vous et jaugez-vous qu'ils sont de plus en plus qualitatifs? Vous avez des choses très pertinentes à faire valoir.
Oui, alors ce n'est pas tellement nous, effectivement, qui les fabriquons, mais l'objet de la Fondation de l'Avenir, c'est à la fois de soutenir les équipes de recherche, mais effectivement de valoriser les équipes de chercheurs. Et donc, ce que je veux valoriser aujourd'hui, c'est qu'à l'image de la lauréate que nous primons par ce prix Harmonie Alzheimer, c'est que les dossiers sont de plus en plus réfléchis depuis un certain temps, ou de manière assez flexible, mais en tout cas très fouillée. On sent un travail de plus en plus fouillé, qualitatif, pour faire une revue de littérature sur ce qui existe déjà, pour utiliser des résultats que d'autres équipes ont pu faire dans leur spécialité ou dans des champs connexes. Oui, c'est ça. Pas encore assez investigué. Pas tout à fait encore investigué, puisque nous, on est vraiment là pour apporter le supplément d'âme. On ne rémunère pas directement les chercheurs, on leur apporte des financements complémentaires pour travailler et aller un peu plus loin que leur pratique quotidienne. Et puis, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur le long terme. Et on voit aussi qu'il y a toute une réflexion sur la publication, sur l'utilisation des travaux, sur les recherches qui viendront par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, avec des chercheurs qui sont aussi parfois de plus en plus jeunes, donc de plus en plus audacieux. Et donc, on cherche toujours un équilibre entre des équipes qui sont expérimentées et des équipes plus jeunes. Là aussi, c'est le cas aujourd'hui. Et puis, qui sont capables de travailler dans un écosystème, parfois en transdisciplinarité, et puis parfois au-delà des frontières françaises. Exactement, et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes avec notre chercheuse en neurosciences, actuellement en post-doctorat, que je vous présenterai dans quelques instants. Eh bien, mesdames, merci beaucoup, Mme Poulikin-Sina, Mme Louvier, merci beaucoup de cette introduction dynamique. Vous voyez, mesdames, tout s'est très bien passé. Je sais que ce n'est pas toujours un exercice aisé, c'était convivial et conversationnel, c'est ce qu'il fallait, je le crois. Je vous retrouverai dans la 3e séquence de cet après-midi. Je vous invite à sortir du plateau pour mieux accueillir à présent Cindy Bokobza. Donc, je le disais, mesdames et messieurs, chercheuse en neurosciences, actuellement en post-doctorat. Bonjour Cindy Bokobza, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous? Heureuse? Oui. Avant cette émission, heureuse. mesdames et messieurs, il y avait déjà une séance photo, un shooting, où on vous a remis officiellement le prix, la distinction. Je sais que vos proches sont là. Mesdames et messieurs, si vous entendez un petit enfant pleurer, c'est tout à fait normal, c'est le direct, c'est la plus-value de cette émission. C'est le petit cousin de Cindy. Elle m'a autorisé à l'appeler Cindy, elle peut m'appeler Serge. Donc c'est le petit cousin qui est là, vous voyez, c'est très très sympathique et évidemment tout à votre honneur. Vous pensez bien qu'il y a une famille qui est heureuse. Je vous représente Cindy Bokobza, chercheuse en neurosciences, actuellement en post-doctorat à l'INSERM, unité mixte de recherche 1141, 1141, hôpital Robert Debré, Paris, financé par le consortium européen PremStem. On est en résonance totale avec ce que Mme Louvier vient de présenter. J'ai une fiche, mesdames et messieurs, que je vais vous soumettre, qui donne un peu le contexte, qui justement montre que le projet de Mme Bokobza va se placer quelque part. Vous m'avez validé les mots-clés. Évidemment, j'y vais un petit peu au pas de charge, mais elle m'a dit c'est bon jusque-là. En France et dans de nombreux pays développés, le taux de naissance prématurée est en hausse ces dernières années. Entre 50 et 60 000 enfants, on a vu le chiffre tout à l'heure, qui naissent prématurément chaque année, soit 7,4% des naissances. Cindy, vous aimez même dire 1 sur 10. La naissance prématurée d'un enfant interrompt son développement in utero. Ses organes sont présents, mais ils sont immatures. La naissance prématurée vient donc interrompre le processus normal de maturation et le développement cérébral optimal. Les séquences neurologiques sont fréquentes. À la naissance, les prématurés présentent souvent une inflammation cérébrale. Longtemps considérée comme protégée par le système immunitaire, le cerveau, mesdames et messieurs, peut être le siège d'une inflammation chronique provoquée par une attaque auto-immune, sachant qu'une population de cellules permettant habituellement de défendre l'organisme contre des agents infectieux, peut ici produire des substances pro-inflammatoires qui vont entretenir l'inflammation et détruire les neurones. Et à noter que justement, c'est ici que beaucoup de cette inflammation est semblable à celle observée dans le vieillissement ou les maladies d'Alzheimer. Et on reboucle. Donc votre projet, Cindy, a pour objet prévention, détection, surveillance. Vous allez prendre la main dans quelques instants, vous allez le présenter à tout votre écosystème, à toutes les personnes qui nous suivent ici depuis stopalzheimer.org ou encore la page Facebook Harmonie Mutuelle. Mais tout d'abord, je voulais savoir, l'enjeu ici, c'est donc bien le vieillissement précoce du cerveau. Oui, effectivement, on s'intéresse à cette population qui pourrait être sujette à un vieillissement précoce dans quelques années.
Et surtout, il faut aussi voir qu'il y a des questions en cours dans la communauté sur ce sujet. Mais lorsque Mme Pouliquin-Sina évoquait qu'il faut encourager la recherche, la détection précoce, on ne va pas suffisamment en amont, vous le dites, les prématurés interpellent encore peu, justement, ce qui est l'objet de votre sujet d'étude, j'ai envie de dire, et d'observation. C'est là que vous êtes particulièrement innovante, vous et votre équipe de 20 personnes. C'est ça, nous on travaille donc avec le professeur Pierre Gressens, on travaille spécifiquement sur cette population qui représente quand même un certain nombre de naissances par an et vraiment on est intéressé et on est une petite niche de personnes qui s'intéressent à cette phase très spécifique du développement cérébral et qui est sujette à beaucoup de choses pour l'avenir de l'individu, effectivement. Là, on est en parfaite résonance avec ce que Mme Lelouvier présentait, comment elle observe que dans les dossiers, il y a des équipes pluridisciplinaires, internationales, parce qu'effectivement, ici, vous ne travaillez pas toute seule, non seulement, même au départ de la France. Non, il y a un consortium européen. Oui. Alors, le consortium européen est sur une autre thématique, mais effectivement, on est une équipe qui cherche à travailler énormément à l'international au travers de nombreuses collaborations, puisque c'est le principe même de la recherche. Et puis, comme le disait la présidente donc, de la Fondation pour l'avenir, eh bien voilà, des équipes qui sont en veille, qui voient ce qui a pu déjà être fait, capitaliser dessus, mais voir également et se glisser là où ça n'a pas encore été assez observé. Eh bien, écoutez, je pense que les personnes, les internautes et les internautes qui nous ont rejoints, hommes comme femmes, donc sont intéressés maintenant à ce que vous présentiez en quelques slides, de façon bien sûr assez alerte et pour vulgariser votre process de recherche. On vous écoute et je reviendrai vers vous dans quelques minutes. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le projet pour lequel j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir le prix Harmonie Mutuelle Alzheimer 2021. Donc ce projet, je l'ai soumis et il consiste à caractériser les lésions tertiaires neurodégénératives de l'encéphalopathie du prématuré. Donc comme vous disiez, je vais revenir sur quelques chiffres. Donc déjà, la définition de la prématurité. L'Organisation mondiale de la santé définit la prématurité comme toute naissance survenant avant 37 semaines complètes de gestation. En quelques chiffres, ça représente quand même 15 millions de naissances par an dans le monde et en France, environ 60 000 naissances par an. Et malheureusement, ça reste la première cause de décès chez le nouveau-né. Il y a plusieurs facteurs de risque à cet accouchement précoce. Dans les accouchements prématurés spontanés, on considère comme facteur de risque un précédent accouchement prématuré, des facteurs psychosociaux comme des violences domestiques, mais aussi des expositions à des substances toxiques. On va particulièrement nous s'intéresser aux infections materno-fétales qui représentent 40 à 45% des naissances spontanées prématurées. Donc, quel est le devenir de ces enfants prématurés ? Grâce à l'amélioration des soins en néonatologie, de plus en plus d'enfants survivent et vieillissent plus longtemps. Et donc, ce sont des enfants et des jeunes adultes qui vont présenter des troubles cognitifs, des troubles moteurs également, parfois des troubles autistiques, mais aussi des troubles de l'humeur, comme de la dépression ou de l'anxiété. Donc nous, notre équipe, on s'intéresse particulièrement à comprendre quels mécanismes cellulaires peuvent induire l'ensemble de ces troubles. Et c'est ici qu'on s'intéresse à la microglie, qui est le chef d'orchestre du cerveau. Donc qu'est-ce que la microglie ? La microglie, c'est la cellule immunitaire résidente du cerveau. Donc elle a plein de rôles au cours de la vie d'un individu. Donc c'est une cellule immunitaire, elle va permettre de combattre les infections, mais elle va également aider les neurones et aussi permettre la plasticité cérébrale. Une fois de plus, c'est une cellule immunitaire. Donc elle peut s'activer, comme vous disiez, et relarguer des molécules toxiques pro-inflammatoires. Mais dans certaines occasions, on peut la booster pour qu'elle va engendrer des processus réparateurs et au contraire aider le cerveau. Donc le lien aujourd'hui, vieillissement, Alzheimer. On sait que dans le vieillissement et dans la maladie d'Alzheimer, il y a une inflammation globale de l'individu et qui va également mener à une activation de cette cellule immunitaire qui est la microglie de type pro-inflammatoire. Donc l'hypothèse innovante de mon projet, c'est de regarder particulièrement cette population que sont les enfants prématurés, puisque, donc, on vient de le dire, au cours du vieillissement normal, il y a déjà une activation inflammatoire. Et nous, on va regarder dans la phase tertiaire, chez ces enfants prématurés, si au contraire, on ne va pas avoir une activation microgliale plus forte, plus rapide, plus tôt, et donc qui va aggraver l'apparition des symptômes liés au vieillissement et à la maladie d'Alzheimer. Donc ceci va nous permettre un meilleur suivi des anciens prématurés, mais également une meilleure compréhension de la mise en place de la maladie d'Alzheimer. Je voudrais remercier donc Harmonie Mutuelle et la Fondation de l'Avenir pour me remettre ce prix aujourd'hui, mais je
Je voudrais aussi souligner les personnes avec qui je travaille, donc comme j'ai dit, le professeur Pierre Gressens, mais également le docteur Juliette Van Steenwickel, le docteur Alice Jacquins et surtout l'étudiant en thèse que je vais recruter et qui va travailler spécifiquement sur ce projet, David Guénoun. Merci Cindy Bocobza, je ne doute pas qu'il soit touché par ces remerciements et salutations. Mesdames et messieurs, vous n'oubliez pas que j'ai une tablette active, vous pouvez déjà commencer à alimenter les questions que vous souhaiteriez poser justement à la chercheuse lauréate 2021. J'en vois déjà qui apparaissent, donc n'hésitez pas à capitaliser sur cette présentation, certes de vulgarisation. Et d'ailleurs tout de suite Cindy, les personnes qui veulent déjà en savoir plus sur là où vous en êtes de vos recherches, il y a un lien internet, comment est-ce qu'on peut procéder déjà? On peut déjà aller sur le site internet donc, de la Fondation où il y a une présentation rapide du projet. Mais si vous voulez vous intéresser à mon équipe, vous pouvez aller sur le site Neurodhydro et l'ensemble des projets sur lesquels nous travaillons est accessible au grand public. Neurodhydro. Avant que je ne commence à vous remonter quelques questions, Cindy Bocobza, on l'a évoqué d'entrée de jeu, donc, et Madame Lelouvier le disait, ça peut être pertinent d'aller sur des recherches de niche, ça peut être un opportunisme pertinent, j'ai envie de dire, allons là où d'autres ne sont pas déjà engagés. Cela dit, j'ai envie de dire, familialement parlant, ou autour de vous, il y avait des personnes qui étaient touchées par l'Alzheimer et qui vous sensibilisaient ou pas du tout? Non, moi, pour le moment, j'ai la chance de ne pas avoir de membres de ma famille qui sont atteints, mais moi, j'ai toujours été particulièrement intéressée à des pathologies cérébrales, mais aussi aux pathologies qui apparaissent au cours du développement, et c'est sur ça que j'ai fait l'ensemble de mes études et ma thèse. Alors, d'ailleurs, vous êtes depuis combien de temps lancé avec votre équipe que vous avez saluée, et le professeur également? Depuis combien de temps? Alors, l'équipe du professeur Gressens existe depuis maintenant une vingtaine d'années, mais moi, je travaille dans cette équipe depuis 6 ans. Et est-ce qu'on se donne, depuis 6 ans déjà, et est-ce qu'on se donne une fenêtre de fermeture? Quand est-ce qu'on sait que ça y est, on peut délivrer ce qu'on a appris, ou est-ce qu'on est toujours en train de chercher finalement? Alors, on cherche toujours, c'est la spécialité de la recherche, c'est toujours vouloir aller plus loin. Mais dans le cadre d'un projet, en fait, c'est une fois qu'on a atteint tous les objectifs pour répondre à la question biologique qui est spécifiquement donnée par un projet, on écrit un article scientifique qui valide la question biologique, et cet article va être relu par nos pairs, et s'il est accepté, va être publié et accessible au grand nombre. Et là, c'est encore à des années à venir On espère pouvoir l'avoir d'ici 4-5 ans. 4-5 ans, dites donc, faut du souffle, bravo. Alors, un message que vous souhaitez tout de même faire passer, on a peut-être des futurs parents qui vous écoutent, oui. Cindy Bocobza, attention, tous les prématurés ne seront bien sûr pas touchés. Non, bien entendu. Donc, l'encéphalopathie du prématuré, c'est un spectre. Donc, il va y avoir des enfants qui n'auront aucune atteinte cérébrale et qui ne présenteront aucun trouble dans lequel je viens de parler. Mais c'est important pour nous de quand même s'intéresser à cette population parce qu'il reste des individus qui sont très fortement atteints et il faut les aider et les accompagner. Et enfin, dernière question, on entend beaucoup parler aujourd'hui de plasticité cérébrale, de chemins neuronaux, dont on découvre d'ailleurs un petit peu, j'ai envie de dire, la façon dont ils peuvent procéder. Ce sont justement des pistes que vous n'évacuez pas non plus? Non, pas du tout, parce que comme je l'ai précisé, donc la microglie, cette cellule qui est notre intérêt particulier dans notre équipe, elle va aider et elle va participer à la construction de ces réseaux neuronaux, mais aussi à la plasticité du cerveau tout au long de la vie. Bien, vous prenez un bon coup de respiration, Cindy. J'ai déjà au moins 5 questions qui sont arrivées. Alors, la première. On ne connaît généralement que les neurones comme cellules du cerveau. Pouvez-vous nous présenter les différentes cellules qui le composent et qui jouent un rôle dans l'inflammation cérébrale? Alors, effectivement, on connaît beaucoup les neurones, mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres cellules, telles que les cellules gliales, dont fait partie la microglie. Les autres cellules sont les astrocytes qui vont être le support des neurones et aussi les cellules qui vont apporter les nutriments aux neurones. Et ensuite, on va avoir les oligodendrocytes qui, eux, vont avoir pour charge de transmettre plus rapidement l'information électrique transportée par les neurones. Et toutes ces cellules peuvent participer également à l'inflammation et donc endommager le cerveau. Deuxième question, je vous laisse quand même digérer la réponse de Cindy. Ça nécessite tout de même effectivement un temps de latence. Mais j'enchaîne tout de même. Pouvez-vous nous réexpliquer ce qu'est la neuroinflammation? Est-ce que la neuroinflammation des prématurés est déjà présente durant la grossesse ou apparaît-elle à la naissance?
Alors, il va falloir faire attention parce qu'il y a différents types de naissances prématurées. Donc, comme j'ai dit, il va y avoir des naissances prématurées qui vont être directement liées à une infection materno-fétale. Mais dans les inflammations que peuvent être sujets les enfants prématurés, il ne faut pas négliger le fait que lorsque l'enfant est en soins intensifs, il peut développer une infection secondaire. Et cette infection peut également participer à cette inflammation du système immunitaire périphérique qui va envoyer des signaux pro-inflammatoires au cerveau et qui va mener à une neuroinflammation, donc une inflammation du cerveau. Parfait. Une naissance prématurée, demande ici également quelqu'un, peut avoir différentes causes, vous l'avez d'ailleurs évoqué, accidentelle, infectieuse. Y a-t-il alors des différences dans l'inflammation cérébrale des nourrissons ? Alors, effectivement, il y a différentes molécules, différentes substances qui peuvent enclencher le système immunitaire périphérique, mais également la microglie qu'on s'intéresse ici. Même si le départ de l'activation va être différent, les mécanismes cellulaires que vont être la microglie et les astrocytes et les oligodendrocytes vont être les mêmes après. Donc, on a différents points d'accès à cette inflammation, mais les cellules vont répondre de la même manière. Vous avez vu comment elle a tout de même de quoi répondre, hein, mesdames et messieurs. Ça s'enchaîne. Hein, et vos questions aussi, d'ailleurs, j'en ai 8 déjà. Je vois même arriver une 9e. Comment ce phénomène périnatal ressemble-t-il aux maladies neurodégénératives de l'adulte, telles que les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, qui sont des pathologies liées à une atteinte neuronale ? Alors, on sait que dans la prématurité, selon les atteintes, il peut y avoir aussi une atteinte neuronale au terme synaptique. Et dans la maladie d'Alzheimer et le vieillissement, on sait qu'il y a aussi une atteinte neuronale et synaptique, comme vous voulez le dire. Mais une cellule qui commence à émerger dans la littérature scientifique et qui commence à être intéressée, c'est cette microglie qui va être activée de manière pro-inflammatoire dans le vieillissement et dans l'Alzheimer. Et c'est pour ça que nous, on va la regarder chez les enfants prématurés, parce qu'on sait qu'elle est activée, qu'elle est déjà en mode pro-inflammatoire. Est-ce que le fait de vieillir va favoriser l'apparition de symptômes type Alzheimer, puisque la microglie est déjà activée. Voilà. Donc elle va répondre plus vite, plus fortement. 5e question. Pensez-vous qu'il sera possible d'agir sur la maturation des cerveaux des prématurés ? Alors, dans les termes sont assez, je trouve, alarmistes, dramatiques, la maturation des cerveaux des prématurés. Mais Sylvie Bocobza, vous nous répondez avec un grand sourire. J'essaie d'apporter un peu de légèreté au sujet qui ne l'est pas. Mais en réalité, aujourd'hui, grâce aux soins intensifs, grâce à de nombreuses études cliniques, on a des voies pour réparer ce cerveau qui est abîmé par la prématurité et donc redémarrer le développement cérébral et améliorer le devenir de ces enfants et de ces futurs adultes. Une dernière, Cindy Bocobza ? C'est parti. Ça va, vous tenez le rythme là ? Ça va, j'arrive. Bon. On vous fera suivre bien sûr les questions qui arrivent tout de même et vous pourrez sans doute trouver effectivement de quoi répondre aux personnes en privé. À la suite de vos travaux, ça me paraît bien pour conclure cette salve de questions, à la suite de vos travaux, à quelle échéance peut-on espérer voir une modification dans la prise en charge et donc le suivi des prématurés, puisque manifestement c'est là que ça pêche encore, quoi. Au jour le jour, dans les cliniques, comme l'a dit mes deux précédentes intervenantes, il y a une amélioration tous les jours de la prise en charge des enfants prématurés. Mais le fait de justement chercher, de comprendre les mécanismes sous-jacents en termes cellulaires, ça peut aider justement nos collègues médecins et donc ces cliniques et améliorer la survie de ces enfants. Eh bien, bravo Sylvie Bocobza, félicitations et pour votre enthousiasme, votre bonne humeur. Il y a de l'allant, il y a de la volonté, c'est exactement ce que soulignait d'entrée de jeu. Eh bien, à la fois Mme Pouliquincina et Mme Louvier, que j'invite à nous rejoindre. Félicitations. Merci beaucoup. Et est venue l'heure maintenant de conclure. Vous allez voir, on va encore parler de vous et on va parler notamment notoriété, également montant du prix. Je ne sais pas si vous allez partir en vacances avec. Je fais un peu de teasing. On ne sait pas. Et moi, j'ai été très, très spontané lorsque j'aurais posé la question. Mesdames, si vous voulez bien me rejoindre, et on peut applaudir. Merci à vous. Ça tombe très bien, cette transition via les applaudissements, parce que Christine Pouliquincina, vous vouliez effectivement adresser, on va y revenir, vos félicitations. Elle va y être très sensible. Mais avant cela, depuis le 6 juillet dernier, Harmonie Mutuelle a connu une actualité. Vous êtes devenue une entreprise mutualiste à mission. Sur le site, bien sûr, d'Harmonie Mutuelle, on voit très bien les verbes très proactifs, engagement au profit de la société, être toujours là, soutenir. J'ai envie de dire, ce prix, on le voit bien,
et depuis votre introduction et la façon dont il place le curseur, on est en résonance avec ce que vous disiez d'entrée de jeu. Il faut peut-être aller là où on n'est pas assez. Est-ce que ça s'inscrit bien, effectivement? Est-ce que c'est une illustration de ce qu'on appelle une entreprise mutualiste à mission? Ne serait-ce que moi, je le perçois, suivre et accompagner la recherche. Tout à fait. Alors au-delà de ça, je pense qu'on a, au travers de cette ambition, de cette raison d'être dont on s'est doté, on affirme l'importance et la nécessité d'intervenir très tôt et d'intervenir sur les déterminants aussi de santé. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on sait très bien qu'on peut retarder aussi les effets de la maladie grâce à la prise en compte d'une meilleure hygiène de vie, d'une meilleure prise en compte de l'alimentation, de l'exercice physique, de la stimulation de la mémoire, etc. Donc, voilà, je fais juste ce lien et je ne pourrai pas tout développer. Un autre élément, c'est la notion d'accessibilité, je pense, de la médecine, du soin pour tous. Et encourager la recherche, c'est aussi cela. Et juste pour aller dans le sens de ce qu'on prône, c'est-à-dire on parle dans notre raison d'être de mobiliser la force du collectif, je pense qu'on y est complètement. C'est-à-dire que là, on voit à quel point, en associant nos forces, en travaillant avec la Fondation, en travaillant avec les médecins, en travaillant avec les professionnels de santé, en associant aussi les patients, les malades, et en soutenant évidemment la recherche, eh bien, on va avancer ensemble et on espère avancer dans le bon sens et rapidement. Voilà. Alors, moi, j'avais lu effectivement en préparant cette émission que ce prix, 12e édition du nom, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, 6e lauréat de cette année, et il y a eu 6 lauréats. Vous êtes déjà dans la parité, soyez-en félicités. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Zoom sur ce soutien, notoriété, sous quelle forme? Et zoom sur le soutien financier. Vous annoncez le chiffre qui va au bénéfice de qui d'ailleurs? Harmonie Mutuelle attribue 30 000 euros sur cette recherche et c'est vraiment pour soutenir cette équipe et lui donner encore plus de moyens. Et lui donner certainement plus de moyens. Donc voilà. Non, pas de voyage. Je suis désolé, c'est comme les levées de fonds pour les startups. Non, c'est pas pour qu'ils aillent en vacances. Non. Donc avec cette volonté, au travers de cette attribution de prix, d'agir toujours très en amont pour mieux cerner, mieux combattre cette maladie. Mais au travers déjà des propos que l'on a entendus, on voit à quel point l'idée de cerner la maladie est là, et c'est vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, vous tenez à adresser des félicitations à ce que vous qualifiez de chercheuse passionnée. Oui, c'est ce qui a prévalu dans la détection de ce dossier que vous soutenez cette année. Et voilà une équipe et une chercheuse passionnée. Oui, je suis vraiment ravie de décerner un prix à une jeune chercheuse qui a moins de 30 ans. On voit à quel point elle sait nous faire partager en plus ses travaux avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'enthousiasme. Voilà, c'est une très belle lauréate. Eh bien, bravo, il fallait le dire, et tout cela est parfaitement est à saluer, Christine Pouliquen-Sina. Marion Lelouvier, avec vous, au moment de conclure, zoom sur la vulgarisation, la volonté de vous rapprocher du grand public, d'où d'ailleurs une enquête menée, un baromètre, qui va d'ailleurs être reconduit en 2022. Sur quoi porte-t-il? Qui vise-t-il? Et justement, en quoi ce baromètre, cette enquête que vous avez menée, vous permet de vous rapprocher d'être descendant vers le grand public? Alors, c'est descendant et puis c'est aussi, bien sûr, ascendant. C'est une démarche à double sens. Mon prédécesseur, Dominique Le Tourneau, et toutes les personnes qui travaillent avec lui au sein de la Fondation ont identifié qu'il y avait parfois certains questionnements autour de la recherche et qu'il n'existait pas à la fois un état des lieux sur ce que représente la recherche médicale en France et une approche, une enquête d'opinion pour mieux cerner les attentes et les besoins des Français. Parce qu'on n'est pas tous chercheurs. On n'a pas tous des chercheurs dans notre entourage, mais on a tous des patients dans notre entourage, on est tous accompagnants et on a tous des attentes vis-à-vis de ce système de santé qui parfois paraît assez opaque. Alors déjà, par rapport à la question du financement, et pour compléter ce que Mme Pouliquen-Sina disait sur le financement et les 30 000 euros, on a un système de financement à la Fondation qui finance sur facture. On ne donne pas un chèque en blanc, donc désolé, c'est un petit peu lourd. Je crois qu'elle ne se faisait pas d'illusions, c'est moi
qui rêvait. Et donc, dans l'avancement du projet de recherche, on va pouvoir valider au fur et à mesure les dépenses qui vont être menées. C'est du sérieux. Mais pourquoi je le précise? Parce que cette attente de transparence, c'est quelque chose qui est fortement remonté dans la perception du baromètre de recherche médicale qui a été conduit pour la première fois en 2020. Et c'était vrai avant l'épisode Covid, puisqu'on a fait une première vague, on a écouté 1000 Français en janvier, et une deuxième vague au mois d'août. Donc voilà, l'éthique, la transparence, les partenariats publics-privés, ce sont des attentes fortes qui remontent auprès de la part des Français. Et donc, nous avons fait une première vague en 2020. L'année 2021 méritait peut-être un petit temps de pause. Et nous envisageons très fortement, effectivement, de reconduire le baromètre recherche médicale en 2022, à la fois auprès des médecins, peut-être d'autres professions de santé, puisqu'il n'y a pas que les médecins. On revient à la notion de transdisciplinarité. Les infirmiers, les pharmaciens sont aussi largement ceux qui sont au contact de tout le monde, y compris dans les territoires isolés. Et c'est important pour nous d'aller vers un maximum de patients, y compris ceux qui sont éloignés du système de santé. On est vraiment à la Fondation de l'Avenir pour le progrès médical pour tous. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc les médecins, et puis une vague d'enquête d'opinion auprès des Français. La précédente fois, c'était 1000 Français représentatifs. Donc vous ne serez pas tous interviewés. En revanche, nous avons aussi des démarches proactives vis-à-vis de nos donateurs, puisque les donateurs de la Fondation sont régulièrement interrogés sur le fonctionnement de la Fondation, la visibilité de la Fondation et les travaux à mener par la suite. Donc nous écoutons tout notre environnement pour essayer de mieux travailler pour le bénéfice du patient immédiat. Récolter des informations, adapter, toujours au bénéfice du patient. Me revient en mémoire ce que j'ai lu sur votre site d'ailleurs, être une passerelle, mobiliser les parties prenantes, et vous venez très bien de le démontrer. En conclusion d'ailleurs, à vous écouter mesdames, et bien l'heure maintenant, le moment de la conclusion générique de ces 50 minutes, donc c'est faire sortir la recherche des laboratoires, la vulgariser, lutter contre des idées reçues. Non, ça n'est pas qu'un grabataire, oui, il faut détecter précocement. Donc il y a cette volonté de, oui, vous le disiez, et à la fois ascendant, bien sûr, entendre auprès des personnes les plus légitimes pour, les plus informées pour, capitaliser, et également donc aller vers le grand public, comme vous le disiez. C'est bien cela ? C'est tout à fait ça, faire le lien entre les soignants, le soigné, le futur soignant, le futur soigné, essayer de créer une dynamique pour améliorer cette culture de la santé publique et mieux prendre en charge l'ensemble de la population. Faire le lien, quel beau mot, quelle belle conclusion. On entend beaucoup faire société, bienveillance, ensemble. Faire le lien, ça vous va aussi, je pense Mme Poliquin-Silla ? Ça nous convient totalement. Harmonie mutuelle, son slogan, c'est avançons collectif, donc on est tout à fait en phase. Et moi, je voulais juste quand même terminer en disant que je trouve que cette recherche, elle nous donne vraiment une note très optimiste dans un environnement qui est un peu lourd en ce moment. Et puis elle me rappelle qu'il y a vraiment des pistes prometteuses. Je pense qu'elle donne aussi de l'espoir. Donc voilà. En tout cas, bravo vraiment. Il faut y aller, et bravo à Cindy Bokovza, parce que quand même vous, la femme du jour. Je précise que pour des raisons de protocole sanitaire que nous respectons, distanciation, port du masque, vaccination, je ne pouvais avoir que 2 interlocutrices ou une seule interlocutrice en face de moi. Donc s'il y a eu quelques échanges hors caméra, c'est parce que nous adressions tous, bien sûr, la lauréate de cette année, que nous saluons encore. Mesdames et messieurs, et qu'on peut encore applaudir, ainsi que les 2 intervenantes, Madame Poliquin-Silla et Madame Louvier, merci beaucoup de la confiance que vous avez accordée à la production de cette émission. Mesdames et messieurs, vous pourrez réécouter, faire découvrir ces 50 minutes en replay. On va bien confirmer sur les réseaux sociaux, aussi bien de la Fondation de l'Avenir que d'Harmonie Mutuelle. Très belle fin de journée. Quant à nous, tout va bien. On a une magnifique lumière. Merci. Et à 2022.